Bonjour, je suis le major à la retraite André Thivierge et je suis le coprésident du groupe de travail des anciens combattants de la Ville d'Ottawa. Je suis heureux de vous présenter cette initiative en partenariat avec le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Dans cet épisode, nous allons explorer l'aspect unique de santé physique et mentale des anciens combattants. Nous examinerons les différentes formes de troubles psychiatriques tels que le ESPT, l'abus d'alcool et d'autres dépendances telles que les jeux de vidéo. Nous explorerons également les défis rencontrés par les vétérans souffrant de douleurs chroniques et la pharmacologie à observer si votre patient présente cette comorbidité. Nos invités d'aujourd'hui sont impatients de partager avec vous leur vaste expérience et leur expertise en matière de soins de santé et de services de bien-être destinés aux anciens combattants et à leurs familles. Merci et bon épisode. Je m'appelle Brent Wolfram. Je suis médecin de famille et je travaille actuellement à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. J'ai été membre de la force régulière de l'armée de l'air canadienne et je suis maintenant membre de la réserve. Je m'intéresse particulièrement à la santé des anciens combattants et aux soins prodigués aux familles des soldats. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Marcus Baseman. Je suis toujours le chef de la médecine physique et de la réadaptation pour les forces armées canadiennes. Il me reste 6 mois avant de prendre ma retraite et la transition implique l'ouverture d'une clinique pour anciens combattants à Ottawa, appelée médecine physique de Beechwood. C'est en partie pour cette raison que vous me verrez tantôt comme lieutenant-colonel, tantôt comme médecin. Marcus, pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que physiatre et médecin militaire jusqu'à votre pratique actuellement à la clinique que vous allez ouvrir à Ottawa? Tout à fait. Merci beaucoup, Brent. C'est un honneur. J'ai commencé ma carrière militaire en 1986 en tant qu'étudiant en deuxième année de médecine. Je m'étais alors rendu au centre de recrutement de Hull à l'époque où il y en avait encore un et j'ai été l'officier médical pendant 4 ans dans plusieurs endroits différents. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais, mais j'ai réalisé à quel point j'étais mal préparé à gérer les problématiques de douleur physique et psychologique que je voyais en tant qu'officier médical et j'ai décidé en 1993 de débuter une formation spécialisée en physiatrie. À cette époque, nous réduisions les effectifs des forces armées canadiennes et j'ai donc dû choisir entre aller à Galkirchen ou Lahr, ou l'une de ces fameuses affectations en Europe, ou retourner faire de la rééducation en médecine physique par mes propres moyens. La décision a été difficile à prendre. Pour être honnête, j'ai pleuré en quittant les forces armées canadiennes. Mais je suis retourné et je suis devenu le chef de la médecine de la réadaptation à Hull pendant une douzaine d'années, et ce qui a été une énorme expérience d'apprentissage. En 2008, les forces armées canadiennes m'ont rappelé lorsque tous ces gens revenaient d'Afghanistan avec des graves blessures musculo-squelettiques et autres. Aujourd'hui, alors que j'approche la centaine, le temps passe vite. Je me lance dans ma prochaine aventure, à savoir l'ouverture d'une clinique de médecine physique multidisciplinaire qui intègre le meilleur de la médecine physique et de la santé mentale. Je pense en effet que les deux sont souvent liés. Merci Marcus, c'est certainement ce que nous constatons dans de nombreuses publications. Il existe certainement une relation entre les troubles physiques chroniques ou de la douleur chronique et la maladie mentale, en particulier chez les anciens combattants. Quels sont, selon vous, les aspects uniques du traitement des anciens combattants dans votre pratique actuelle? Si je devais résumer, la grande majorité des personnes que j'ai vues, et cela n'englobe évidemment pas tout le monde, il est parfois agréable de voir un simple problème articulaire qui peut répondre à une intervention simple. Mais je dois dire que ces cas simples sont de moins en moins fréquents. Peut-être qu'en tant que spécialiste, c'est ainsi que cela devrait être, que nous devons laisser ces cas aux fournisseurs de soins de santé de première ligne, mais la triade polytraumatique a été bien décrite à la fois dans la littérature civile et militaire, mais surtout dans la littérature militaire. Et comme vous le savez tous, la plupart de nos patients ont subi des traumatismes crânio-cérébraux de durée variable. Ils souffrent de douleurs physiques chroniques et de problématiques de santé mentale. Il s'agit donc soit de SSPT, soit de dépression chronique, soit d'anxiété, ce qui est évidemment très répandu dans la société civile également. J'ai tendance à parler de triade polytraumatique parce que dans ma population, la 4e dimension est cruciale. Je pense que tout le monde doit comprendre que ce sont les événements défavorables de l'enfance qui conduisent le membre à décider de s'engager dans les forces en premier lieu. En d'autres termes, ce jeune protecteur qui est né à un très jeune âge et qui a su qu'il voulait revêtir l'uniforme pour rendre le monde meilleur. Il est né de traumatisme. Je n'aime pas dire cela, mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Souvent, lorsque les patients se présentent avec un événement traumatique ou même parfois un événement mineur, ce n'est pas seulement l'événement fondateur qui est en jeu. Il s'agit de tout ce qui s'est passé bien avant qu'ils ne revêtent l'uniforme.
Je sais que c'est un peu lent, mais c'est essentiel des patients que je vois. La beauté de la chose, c'est que lorsqu'on aborde le problème de manière holistique, la satisfaction du point de vue du clinicien augmente vraiment ma joie d'exercer la médecine. J'aimerais revenir sur ce point, Marcus. Je pense que nous pensons souvent que le SSPT, les blessures physiques et ce lien sont entièrement liés au service chez les anciens combattants. Et vous suggérez qu'il y a probablement une prédisposition liée aux expériences négatives de l'enfance, ce qui, je suppose, n'est pas surprenant. Avez-vous des conseils à donner aux médecins de famille qui soignent des anciens combattants souffrant de douleurs chroniques? Je dirais que la première est l'authenticité avant tout. Je pense que ce que je vois souvent, c'est que les cliniciens civils, pour le meilleur ou pour le pire, en particulier lorsqu'ils ont affaire à des personnes qui ont accompli des choses assez incroyables, je vois beaucoup d'anciens membres des forces spéciales dans mon cabinet et pour être tout à fait honnête, ils peuvent être intimidants au début parce qu'il s'agit d'être presque surhumains. Et pourtant, lorsque vous regardez sous cette apparence d'être surhumain, vous découvrez un petit enfant blessé. Et si vous laissez tomber l'armure que nous portons tous en tant que cliniciens et que vous êtes authentique, alors ils laissent également tomber l'armure. Je pense que les soldats sont les plus grands détecteurs de l'inauthenticité qui soit et si vous laissez tomber votre armure, ils laisseront rapidement tomber la leur et vous feront savoir ce qui se passe vraiment. S'ils ont l'impression que vous n'êtes pas authentique ou que vous essayez de les impressionner, cela ne marchera pas car, il faut bien l'avouer, il n'y a pas grand-chose à impressionner quand on a affaire à quelqu'un qui a vécu sur le fil du rasoir. La dernière chose que je dirais, c'est de vous autoriser à être humain. En d'autres termes, si l'histoire qu'ils vous racontent vous dépasse, j'ai souvent dit à mes patients, mon cœur bat. Le temps d'arrêt que nous accordons à nos patients, accordez-le à vous-même. Parce que vous êtes peut-être le premier clinicien qu'ils voient qui leur dit « Pourriez-nous faire une pause ?» Parce que ce que vous venez de dire m'a vraiment touché. Cela peut nous sembler égoïste en tant que clinicien, mais je pense que c'est la meilleure manière d'établir une bonne relation thérapeutique avec votre patient. Personne ne l'a probablement reconnu jusqu'à ce que vous le fassiez. Et cette authenticité, je l'espère, construira le point qui permettra d'aller à la racine du problème. Pensez-vous qu'il est important d'aborder spécifiquement la question des événements indésirables survenus pendant l'enfance? Devrions-nous dépister les événements indésirables survenus pendant l'enfance, par exemple, chez nos patients anciens combattants? C'est une excellente question et je laisse à mon estimé collègue, le lieutenant-colonel, en tout cas, le soin d'y répondre. J'ai posé cette question, j'ai fait un exposé au Congrès international de médecine militaire à Bruxelles récemment. C'est à l'occasion de leur 100e anniversaire que j'ai posé cette question spécifique. D'éminents chercheurs britanniques se sont penchés sur la question et nous savons clairement qu'elle est prédictive, mais le dépistage n'a pas montré davantage dans le sens où qu'allez-vous faire concrètement à ce sujet? Allez-vous empêcher quelqu'un de déployer ou allez-vous le placer dans un camp d'entraînement différent? Je pense qu'il s'agit plutôt d'y être sensibilisé. Dès le début, si nous disposions d'un système de reconnaissance permettant à certains formateurs de chefs de reconnaître certains traits caractéristiques des personnes ayant connu ce type d'événement, nous pourrions éventuellement leur offrir de l'aide avant que la crise ne se produise. Mais en dehors de cela, je ne pense pas que le dépistage en masse, d'après ce que j'ai vu, ait nécessairement aidé, même si nous aimerions que ce soit le cas. Recommandez-vous des ressources spécifiques pour les médecins qui s'occupent de patients anciens combattants? J'ai un grand nombre, mais il y en a quelques-unes que je recommande. Il s'agit des travaux de Dr Gabor Maté qui a écrit un livre brillant intitulé When the Body Says No. Les patients que j'ai vus dans les forces armées canadiennes se reconnaissent dans ce livre parce que leur corps leur dit non depuis longtemps et ils ont appris à ignorer ces signaux que leur corps leur envoie. Si c'est la seule vérité dans toute notre existence, ce sont les signaux que nous envoie notre corps. On a appris à ces patients à les ignorer. Il n'est donc pas surprenant que lorsque la douleur va droit au cœur pour ainsi dire, il est désormais un signal indubitable que quelque chose ne va pas, qu'il est parfois disproportionné par rapport à ce à quoi nous pourrions nous attendre dans une situation donnée. Donc, certainement, quand le corps dit non. The Mind-Body Prescription de Dr John Sarno, auquel le Dr Gabor Maté se réfère souvent, et le Dr Alan Nabas, un psychiatre canadien qui était un ancien médecin généraliste et qui a observé tous ces troubles psychophysiologiques. Dans son livre intitulé Hidden from View, il décrit de façon remarquable comment un médecin de famille peut aborder ces troubles psychophysiologiques d'une manière très, authentique et compatissante. J'ai suivi le Compassion Inquiry Course, que j'encourage tous les médecins à suivre, et il met l'accent sur la compassion dont nous avons tous besoin lorsque nous nous attaquons à la source du problème. En résumé, j'ajouterai les 3 lettres que j'utilise en termes de ce qui importe le plus
dans la réadaptation des militaires, IAS. C'est facile à retenir. Identité, appartenance et signification. Ces 3 lettres, si vous pouvez vous en souvenir, chaque militaire se demande qui il est une fois que son corps ne fait plus ce qu'il est censé faire. Ils ont besoin d'appartenir à une tribu. Et c'est un autre livre que chaque médecin généraliste doit lire, le livre sur la tribu. Signification, qu'est-ce que tout cela signifie dans le contexte plus large de ma vie? Marcus, les médecins de famille se sentent souvent un peu frustrés dans le traitement de la douleur chronique. C'est une chose très difficile à traiter de manière adéquate. Avez-vous des conseils à vous donner sur la façon de traiter la douleur chronique en général ou plus particulièrement chez les anciens combattants? Je dirais que l'élément le plus important est que nous classons la douleur, vous savez, dans une perspective très large comme nociceptive, neuropathique, neuroplastique ou nociplastique. Et ce sont les 3 niveaux que nous considérons généralement aujourd'hui. Le problème de la douleur chronique est que nous la traitons comme une maladie aiguë. Nous cherchons alors où se trouvent les morceaux cassés et nous essayons de les réparer ou nous obtenons une imagerie qui nous montre quelque chose qu'un chirurgien pourrait éventuellement réparer. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas là? Notre première ligne de défense consiste à s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments nuisibles à cet endroit et tous les protocoles concernant le signal d'alarme vous le disent. Mais ensuite, il faut se demander s'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles la douleur a été modulée au fil du temps. C'est là qu'interviennent les éléments de santé mentale, les expériences antérieures, etc. Donc, oui, il faut toujours faire preuve de diligence raisonnable en tant que médecin pour écarter les signaux d'alarme, mais une fois que cette hypothèse est écartée, il ne faut pas creuser trop loin. Même si les patients, en particulier les militaires, vous obligeront à demander des investigations supplémentaires parce que ils ont une vision très cartésienne de leur corps. Le plus important pour les éduquer est de leur dire que le corps et l'esprit ne sont pas 2 entités distinctes. J'aime le fait que l'esprit et le corps ne soient pas 2 entités distinctes. Je vais m'en servir. Merci beaucoup, Dr. Baseman. Nous vous remercions. Je suis Dr. Andrea Touka, je suis lieutenant-colonel et je suis la psychiatre en chef des Forces armées canadiennes. Andrea, pouvez-vous nous parler des aspects particuliers des problèmes de santé mentale chez les militaires en service? Oui, les troubles mentaux sont fréquents et ont un impact sur les organisations militaires et les Forces armées canadiennes ne font pas l'exception à la règle. Les facteurs de stress spécifiques au service militaire, tels que le risque accru d'exposition à des événements traumatisants, les affectations fréquentes qui perturbent la vie familiale, le fait d'être souvent loin de chez soi pour suivre des cours de formation, participer à des exercices, accomplir différentes tâches, tout cela peut nuire au bien-être des membres en service. Nous savons que les militaires sont déployés pour participer à des guerres, à des missions de maintien de la paix, à des attaques antiterroristes ou à des activités humanitaires ou de secours en cas de catastrophe, ce qui comporte un risque élevé d'événements traumatisants et il n'est pas rare qu'ils en subissent plusieurs. L'ampleur de l'exposition, la durée du déploiement, le temps écoulé entre les déploiements et les déploiements répétés sont autant de facteurs de risque de développer un syndrome de stress post-traumatique et d'autres troubles mentaux. En outre, la nature des événements traumatiques vécus lors du déploiement peut fréquemment remettre en question les croyances fondamentales concernant notre propre identité, le monde et l'humanité. Cela peut conduire à une détresse morale ou à un préjudice moral. Marcus a également indiqué qu'il fallait garder à l'esprit que les recrues militaires présentent des taux plus élevés d'abus physiques, d'abus sexuels et de négligence pendant l'enfance, ainsi que des taux élevés de perturbations familiales par rapport à la moyenne de la communauté. De nombreux chercheurs ont constaté que ces facteurs jouent un rôle important dans le développement du syndrome de stress post-traumatique et d'autres troubles mentaux. J'aimerais ajouter qu'en termes de recherche d'aide, les militaires peuvent avoir des difficultés à demander de l'aide et à s'engager dans un traitement. De toute évidence, nombre d'entre eux s'inquiètent des conséquences potentielles reliées au recours à des services de santé sur leur carrière et ils peuvent également considérer que la recherche d'aide s'oppose à l'éthique guerrière inhérente et à la culture militaire qui met l'accent sur l'autonomie et la force de résilience face. La question de la comorbidité des troubles mentaux et physiques chez les anciens combattants a été abordée à plusieurs reprises au cours de cette série. Pouvez-vous nous dire comment les Forces armées canadiennes gèrent l'interaction entre les problèmes de santé mentale et physique? Oui, Marcus a parlé beaucoup plus en détail de la façon de les gérer. Ce que j'aimerais souligner, c'est que dans les Forces armées canadiennes, nous utilisons une approche multidisciplinaire en partenariat avec le patient pour aborder les problèmes liés à la santé mentale et le traitement des troubles.
Nos équipes multidisciplinaires de santé mentale comprennent des psychiatres, des psychologues cliniciens, des travailleurs sociaux, des infirmières en santé mentale et des conseillers en toxicomanie. Nous disposons également d'aumôniers en santé mentale qui peuvent aborder les questions spirituelles. Outre les physiatres, nous faisons appel à des ergothérapeutes qui connaissent bien les questions de santé mentale et qui peuvent être très utiles dans le traitement des répercussions fonctionnelles importantes, spécifiquement liées aux troubles mentaux. Dans les services de santé mentale, nous travaillons également en étroite collaboration avec les prestataires de soins primaires afin d'optimiser les approches intégratives et holistiques. Nous impliquons également les familles dans le processus d'évaluation ainsi que dans l'élaboration du plan de traitement et nous sommes en mesure de fournir des conseils aux couples ou une thérapie familiale si nécessaire. Nous organisons également régulièrement des examens interdisciplinaires et des conférences de cas impliquant également la chaîne de commandement afin de faciliter un retour progressif au travail adapté à chaque individu et au temps opportun. Nous utilisons principalement des modalités de traitement fondées sur des données probantes en nous appuyant également sur les lignes directrices de pratiques cliniques pertinentes et actualisées bien évidemment, mais nous appliquons également des traitements alternatifs complémentaires dans certains cas. Les Forces armées canadiennes disposent manifestement d'un système très solide et sont bien plus avancées que le système civil en ce qui concerne le centre médical pour les patients et les soins interdisciplinaires. Avez-vous des conseils à donner aux médecins qui s'occupent d'anciens combattants qui n'ont pas accès à toutes ces ressources? Nous nous sommes rendus compte que les soins seront différents pour les anciens combattants lorsqu'ils quitteront les Forces armées canadiennes. Je pense que nos militaires en sont également conscients. Je conseille aux médecins de famille qui s'intéressent aux anciens combattants de faire preuve d'un intérêt sincère et de se renseigner sur le service militaire des anciens combattants, ce qui permettra d'établir une relation de confiance avec le patient. Il sera utile alors de poser des questions sur la durée du service militaire, le métier exercé, le monde des anciens combattants, les raisons pour lesquelles ils ont servi et l'expérience globale du service militaire. Il est évident qu'il faut poser des questions sur les expériences du déploiement, où et quand l'ancien combattant a été déployé, quel a été l'impact du déploiement sur l'ancien combattant et sur sa famille, par exemple. Nous savons que le fait d'être déployé, même dans une zone de guerre, ne signifie pas que l'ancien combattant a souffert ou souffre d'un syndrome de stress post-traumatique ou de tout autre trouble de santé mentale. En fait, je suis heureuse de dire que la majorité des militaires se portent bien après le déploiement. Vous pouvez également demander comment l'ancien combattant a été libéré des Forces armées canadiennes. S'agissait-il d'une libération volontaire ou d'une libération pour raison médicale? Lorsque des membres sont libérés des Forces armées canadiennes en raison des problèmes de santé mentale, voire d'une combinaison de problèmes physiques et mentaux, ils ont généralement reçu des soins au moins pendant les 2 années précédant la date de leur libération. Les membres sont libérés lorsque leur état de santé mentale et physique est stabilisé et la plupart du temps, les médecins de famille sont en mesure de gérer les médicaments de l'ancien combattant après sa libération. Les anciens combattants peuvent continuer à consulter les psychologues ou les thérapeutes pour une psychothérapie, ce que nous recommandons vivement et d'ailleurs, au moins jusqu'à ce qu'ils soient bien installés dans leur nouvelle vie d'anciens combattants. Si les vétérans déménagent dans un autre endroit, de nouveaux psychologues ou thérapeutes seront désignés pour eux avant leur libération. Et si le membre a besoin de soins psychiatriques, il peut être orienté vers les cliniques régionales de traitement des traumatismes liés au stress opérationnel, où il aura accès à des soins multidisciplinaires similaires à ceux qu'il a reçus dans les Forces armées canadiennes. Je conseillerais également aux médecins d'être attentifs à la source du stress de l'ancien combattant pendant et après la transition. Par exemple, la perte d'identité, les difficultés liées à la recherche d'un nouvel emploi et les contraintes financières, les tentatives d'intégration dans la nouvelle communauté ou alors encore la recherche de nouvelles relations sociales. Comme je l'ai mentionné, les membres s'installent généralement dans leur nouvelle vie d'anciens combattants au bout d'1 an. Au moment de la transition, les signes et les symptômes de la dépression, de l'anxiété ou même du syndrome de stress post-traumatique peuvent se manifester. Il faut également savoir qu'à l'approche du jour de souvenir ou à l'anniversaire de la perte de leurs camarades, les anciens combattants peuvent éprouver des difficultés particulières, ce qui peut entraîner une recrudescence dans leurs symptômes. Recommandez-vous des ressources spécifiques pour les médecins qui s'occupent d'anciens combattants? Oui, il existe en effet un certain nombre de ressources disponibles pour les médecins de famille en matière de santé mentale des militaires. Je recommande fortement de se familiariser avec les directives de pratique clinique pertinentes et actualisées.
J'aimerais également souligner les lignes directrices de pratique clinique du département de la défense du ministère des Anciens combattants des États-Unis, qui sont publiées sur le SSPT, les troubles dépressifs majeurs, les troubles liés à l'utilisation de substances et les comportements suicidaires. Il s'agit des lignes directrices de pratique clinique relatives à la santé mentale, qui traitent de questions spécifiques aux militaires et aux vétérans. Elles sont également présentées sous forme de résumé. Elles sont très faciles à utiliser et à lire par les cliniciens en soins primaires. Elles sont également accompagnées de matériel éducatif pour les patients et leurs familles. Les lignes directrices australiennes sur le SSPT constituent également une excellente ressource. De même, il s'adresse à la population des anciens combattants et contient des conseils spécifiques pour les patients et leurs familles. Le site web du National Center for PTSD contient de nombreuses informations pour les soignants, les patients et les familles sous la forme de vidéos et de documents écrits. Anciens combattants Canada a développé les applications mobiles Coach ESPT et Connexion traumatisme lié au stress opérationnel. Ces applications très utiles fournissent des informations sur le stress opérationnel, les blessures et les signes et symptômes liés au SSPT. Ils peuvent être utilisés comme outils d'autogestion et ils peuvent également aider à suivre les progrès du traitement que les anciens combattants reçoivent. En ce qui concerne les services, j'ai mentionné que le plus important est de connaître la clinique régionale pour les traumatismes liés au stress opérationnel où les anciens combattants peuvent recevoir des soins multidisciplinaires. Je voudrais également souligner les programmes de réseau de soutien par les pairs, le programme de soutien social aux blessés de stress opérationnel qui offre une écoute active par le biais de réunions de groupes régulières, ainsi que des programmes pour les familles. Il existe aussi d'autres organisations et programmes de soutien et de défense par les pairs, tels que le programme Wounded Warrior, ainsi que le programme Sans Limites. J'ai rassemblé toutes ces informations dans une diapositive que vous pouvez consulter. Merci beaucoup, Lieutenant Colonel Tuka. Je tiens à remercier le Dr. Baseman et le Lieutenant Colonel Tuka de s'être joints à nous pour ce balado. Il est certain que nous entendons beaucoup de messages cohérents sur l'interaction entre les maladies physiques et mentales chez les anciens combattants, ainsi que sur l'importance et la prévalence des événements indésirables survenus pendant l'enfance chez les militaires et les anciens combattants. Nous avons déjà parlé de la culture militaire et de l'importance de combler le fossé entre notre culture civile occidentale en matière de soins de santé et la culture militaire, et je pense que les commentaires du Dr. Baseman sur l'authenticité et la vulnérabilité sont vraiment essentiels pour prendre soin de nos vétérans. Merci pour ce rappel, Dr. Baseman.